RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 novembre 2024. Au sommaire de l'émission, on ne va pas se raconter d'histoire dans sa séquence débat. Les élections américaines, j'allais dire of course. Nous aborderons aussi, et ce ne sera pas sans lien, la question cruciale des bulles informationnelles qui favorisent la polarisation et déstabilisent les démocraties. Nous évoquerons également en troisième partie d'émission la Toussaint Rouge, marquée par la Toussaint Rouge, c'était il y a 70 ans, les débuts de l'insurrection en Algérie, et ce qu'il était connu d'appeler par la suite la guerre d'Algérie, largement occultée. On verra, volontairement ou pas. Je pose juste la question pour la visite de réconciliation présidentielle d'Emmanuel Macron avec le Maroc, quasiment à la fin octobre. C'est parti pour 55 minutes avec nos deux invités du jour. Arnaud Gérard, vous êtes cadre financier, aussi blogueur, très présent sur Twitter. Et Mathieu Léritz, vous êtes plutôt présent sur Facebook et vous êtes professeur d'histoire géo dans un grand lycée de Nancy, et syndicaliste et militant politique. C'est donc parti pour 55 minutes. Je rappelle simplement que cette émission aura été enregistrée la veille, donc le jeudi, juste au moment où Joe Biden, qui ne nous avait pas prévenu, commence sa conférence de presse. Mais cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Retour donc sur les élections américaines qui ont vu Donald Trump effectuer un triomphant comeback grâce à un large soutien populaire, puisqu'il devance Kamala Harris de plus de 4 millions et demi de voix. Une large majorité chez les grands électeurs. Au dernier pointage, 295. Il en fallait 270 là, pour être sûr d'être élu. Et avec un taux de participation électorale assez voisin de celui de 2020, environ 66% au dernier pointage, bien au-delà des 50% des années 2000. Si des abstentions sont à rechercher, c'est plutôt du côté de la jeunesse et surtout de l'électorat démocrate. Faut-il donc pointer plutôt la défaite de Kamala Harris en la qualifiant de cuisant échec ou de s'intéresser à la victoire trumpiste? Arnaud Gérard. Oui, c'est sans doute un peu des deux, mais c'est surtout la victoire de Donald Trump, avec toute la machine du Parti républicain, on le voit, qui était peut-être un peu cachée par le premier plan de Donald Trump. Et c'est vrai que le Washington Post parlait de la Floride et évoquait véritablement un travail de long terme depuis plusieurs années sur la Floride, qui était au départ démocrate, qui a été un État penchant, pour traduire, et qui finalement est très clairement républicain, avec un travail de fond qui a même, paraît-il, touché les émigrés qui arrivaient et qui n'avaient pas encore le droit de voter. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez spectaculaire de la part du Parti républicain. En face, le Parti démocrate a été divisé. Il y a beaucoup de causes, peut-être le Proche-Orient, peut-être aussi le wokisme, peut-être aussi des incertitudes, et puis naturellement le remplacement, je dirais, un peu brutal de Joe Biden par Kamala Harris. Ou tardif, qu'on va dire. Ou tardif, puisque Joe Biden, rappelons-le, s'est décidé seulement fin juillet. Mathieu Léritz, c'est l'échec du Parti démocrate que vous retenez ou la victoire de Trump? Moi, c'est plutôt l'échec du Parti démocrate, parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que Trump n'est plus un nouveau venu dans la vie politique américaine. Les Américains l'avaient expérimenté en 2016, entre 2016 et 2020. On ne peut pas dire, d'ailleurs, que le discours qu'il a eu depuis a beaucoup changé le personnage. Il y a quand même eu la tentative de coup d'État
du Capitole. Donc voilà quelqu'un qui a menacé quand même la démocratie américaine, qui est sous l'accusation de je ne sais plus combien de procès, voilà. Et tout ceci semble avoir glissé sur lui comme l'eau sur le plumage d'un canard, quoi. Hein. Donc il y a et malgré cela. Et malgré un bilan du président Biden, notamment sur le plan économique et social, qui est quand même assez positif, me semble-t-il. Même s'il y avait une inflation oui, c'est vrai, qui mais avait le chômage, supporter les classes les plus modestes. C'est vrai, mais son plan de relance, quand même massif, l'intervention massive qu'il a eue, je veux dire, montre bien que quand il y a un commandant de bord, l'économie suit à un moment donné. Alors, il y a eu l'inflation, c'est vrai, mais le chômage avait beaucoup baissé. Et malgré tout, eh bien, les démocrates n'ont pas su exploiter, pour les raisons qu'a dit mon collègue, hein, certainement, ces succès et ce bilan quand même extrêmement négatif, voire pire de Trump. Donc j'avoue que je reste un peu, même totalement abasourdi. Et il va me falloir du temps pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on va dire que Trump, en termes de communication, est vraiment une sorte de génie, peut-être de mauvais génie, mais est un génie, a utilisé les grosses ficelles de la communication, et ça a marché. Le Parti démocrate, on ne peut pas dire qu'il était vraiment expert en communication. On n'a pas senti de fond, on a senti parfois Kamala Harris assez hésitante, et on n'a pas senti un parti derrière. Non. Oui, il y a peut-être aussi d'un côté une candidate intellectuelle et de l'autre côté un candidat brutal, mais très fort en communication. Hein. C'est l'évidence sur ce qu'on peut voir en particulier sur les derniers jours. Après, c'est vrai que la question du bilan économique, elle a été un petit peu... elle est à double tranchant. Hein. Il y a eu un plan qui a été un plan remarquable, qui s'appelait d'ailleurs réduction de l'inflation. Et donc, il y a eu des centaines de milliards de dollars qui ont été investis par l'État fédéral, par les États, pour faire des investissements de souveraineté dans le domaine de la technologie, les semi-conducteurs, dans le domaine des infrastructures. Et puis, on a eu quand même un effet boomerang très fort de l'inflation. Alors, à la fois venant, je dirais, des conséquences de la guerre d'Ukraine, hein, puisque les prix des énergies ont augmenté partout dans le monde, mais aussi une inflation sur les prix alimentaires, sur les salaires, sur les services. Et on peut se poser quand même la question, hein, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, s'il n'y a pas une économie qui n'est pas à deux vitesses, des secteurs très favorisés où tout s'est bien passé parce qu'il y avait une très forte croissance, il y avait des bénéfices, et puis des secteurs peut-être plus classiques ou en tous les cas vus par des personnes qui n'ont pas forcément des bons emplois ou qui ont eu des emplois ou qui ont vu des situations se dégrader, des usines fermées et qui ont subi très fortement cette inflation, en particulier sur les prix alimentaires, hein, et c'est ce qu'on entend de la part de beaucoup de militants de Trump parlant de l'inflation. C'est leur premier réflexe. Oui, c'est la première préoccupation. Là, Mathieu Léritz, c'est ce que le Parti démocrate n'a pas oublié les classes populaires qu'il était censé défendre. Ce n'était pas le cas de Joe Biden, puisque c'était le premier président, si je me souviens bien, depuis Roosevelt, à aller sur un piquet de grève, par exemple. C'était le candidat des ouvriers et des syndicats ouvriers. Il n'y a pas que des ouvriers, hein, j'entends bien. Mais il était clairement identifié comme étant le défenseur des catégories que Roosevelt a su allier depuis les années 30, c'est-à-dire les minorités ethniques, les Noirs, les ouvriers, hein, les petits, en gros. Voilà. Et moi, j'avais l'impression, et je voulais y croire sans doute, que Kamala Harris apparaissait comme l'héritière de ça, hein, de cette coalition arc-en-ciel qui a permis au Parti démocrate de gouverner le pays pendant des décennies. Et manifestement, je pense que je voulais tellement croire que cette campagne précipitée, finalement, hein, allait fonctionner, qu'il y avait un enthousiasme que je n'ai pas voulu sans doute voir les signes avant-coureurs de ce que je considère comme une catastrophe. Parce que quand il y a 4,5 millions de voix d'écart, on peut parler quand même d'un désastre, quoi. Et ce qui m'inquiète pour terminer, ce que vous dites est très rationnel, hein, les raisons économiques. Hein. Économique, c'est Clinton qui disait ça, pense à l'économie imbécile, etc. Bon. Mais il y a quand même, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un vote d'adhésion pour ce que porte Trump. Et ce que porte Trump, c'est quand même une méfiance vis-à-vis des institutions, une méfiance vis-à-vis des étrangers, un mépris des femmes, un mépris des Européens, en fait un mépris de tout ce qui n'est pas lui, quoi, en gros. Et si une partie des Américains adhèrent à ça, alors le monde a du souci à se faire.
Donc, est-ce qu'on peut... quelles leçons peut-on déjà tirer? On commence déjà à tirer les premières leçons, mais est-ce qu'on peut se dire que 4 ans de nouveau de Trump, c'est rentrer dans la pénombre, comme le disait Bernard Cazeneuve là, sur Twitter, j'ai vu ça aujourd'hui, ou si on peut se rassurer en rappelant que les USA, c'est un pays fédéral, avec des États qui restent puissants, des gouverneurs qui restent puissants, et qui sont prêts à rentrer en résistance, là. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de résistance, parce qu'il y a aussi une victoire électorale au niveau du Sénat, peut-être au niveau de la Chambre des représentants. C'est vrai qu'on est dans un pays démocratique, hein, on aura des garde-fous. Il y aura peut-être, et j'entendais hier Kamala Harris qui évoquait justement cette surveillance hein, qui allait être faite par le Parti démocrate, mais il est bien évident que c'est un changement très brutal pour nous, Européens en particulier. Hein, et on a vu des tas de montées de populisme pas très loin de chez nous et même chez nous. Mais là, c'est la victoire totale avec... sans aucun doute aussi, hein, dans la campagne électorale, ce qui a marché, c'est cette brutalité pour dénoncer le bilan. Dénoncer les hommes, les femmes, et dénoncer le bilan, qui effectivement est un bilan, je dirais, globalement positif, hein, pour reprendre une fameuse expression, mais qui, du point de vue économique, on verra dans quelques années, parce que les investissements ont tellement été considérables que c'est un bénéfice pour les prochaines années. Donc ce que vous rappelez justement à Arnaud Gérard, je posais la même question à Mathieu Léritz, Donald Trump s'apprête à posséder tous les leviers, déjà bon, la présidence, le Sénat, le Congrès qui sera vraisemblablement aussi républicain dans l'ensemble, plus la Cour suprême, ça fait quand même beaucoup de pouvoir pour un seul homme, mais est-ce que les États vont pouvoir résister ou pas ? Ben, vous l'avez dit, hein, tous les deux, je ne peux que confirmer. Hein, les États ont beaucoup de pouvoir. L'État fédéral n'a pas tous les pouvoirs, loin de là. Donc c'est ce qui va sans doute un petit peu limiter la casse, si j'ose dire. Mais vous demandiez quelles seraient les conséquences de la victoire de Trump. Ben, là, il n'y a pas de mystère. Parce que ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir dissimulé son programme. Oui, mais ce qu'il va faire, ce qu'il a annoncé, là, il a le pouvoir au Congrès. Il peut le faire. Voilà. Et les victimes, moi j'en vois plusieurs. Hein. Il y a quand même les immigrés. Voilà. Il y a quand même une politique très dure, semble-t-il, par rapport à l'immigration qui va être mise en route. Ouais, mais là, comme il a parlé de déportation... les mots sont piégés, hein, on le sait bien. Donc, ne serait-ce que les expulsions, ça serait déjà important. Il y a les femmes aussi. Parce que n'oublions pas qu'il a quand même nommé à la Cour suprême, dans son premier mandat, 2 juges qui sont hostiles à l'avortement, pour dire les choses, hein, avec une majorité très conservatrice aujourd'hui. Imaginons le désastre s'il y a un nouveau juge démocrate qui vient à mourir ou à démissionner pendant les 4 ans qui viennent. On aurait une Cour suprême qui serait verrouillée pour 50 ans, je veux dire. Voilà, hein, et verrouillée bien à droite. Hein. Donc, et c'est la démocratie, parce que mon collègue parle de la violence, de la brutalité de ses propos, c'est vrai, sur les programmes, etc. Mais la violence, elle ne s'arrêtait pas au programme. C'est une violence qu'il appliquait aux personnes. Quels sont les qualificatifs qu'il a utilisés pour dénoncer Madame Harris, hein, la folle, l'hystérique, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui utilise un langage, je ne sais pas si on est encore dans le populisme, mais ça s'approche de ce qu'on a connu dans les années 30. Il était d'une violence assez inouïe. Kamala Harris a été plus enveloppé là-dessus. Hein, pas le même niveau de violence. C'était pas le même niveau. Il a expliqué que Trump était instable. Bon, c'était plutôt un constat. Tout ça et il a eu un vote populaire. Ça ne les a pas empêchés. C'est très inquiétant. Et avec un vote des femmes qu'on attendait massif pour Kamala Harris, qu'elle n'a pas eu. Oui, tout à fait. Et quelles conséquences aussi, le retour de Trump, quelles conséquences pour l'Europe, Mathieu Léritz, comment... Alors, moi, vous vouliez... Non. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions. Parce que Sylvie Kaufmann, je cite juste Sylvie Kaufmann dans Le Monde il y a quelques jours, qui disait l'Europe n'est pas prête à... Oui, alors en même temps, je pense que c'est une chance pour l'Europe. Enfin, pour les partisans, et j'en suis, d'une Europe renforcée, d'une Europe, pour utiliser les mots, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses, fédérales, pour les partisans des États-Unis d'Europe, qui ne dépendraient plus sur un plan militaire et diplomatique des États-Unis ou de l'OTAN. Je pense que c'est le moment. C'est le moment. Qu'est-ce qu'on fait si demain Trump abandonne l'Ukraine ? On laisse les Ukrainiens venir au port de la Pologne ?
où on se donne militairement, diplomatiquement, au niveau européen, avec ceux qui le veulent, dans un noyau central, les moyens de construire quelque chose. Mais donc avec derrière un gouvernement fédéral qui soit apte à prendre des décisions démocratiquement. Donc d'un malheur extrême pour les Américains peut naître une avancée très importante pour les Européens, si nous le voulons. Arnaud Gérard, est-ce que l'Europe a les moyens aussi de faire face à Trump, de se dispenser, j'allais dire, de l'aide américaine pour financer l'OTAN, pour... Sur la situation de l'Europe, je suis un petit peu plus pessimiste, dans le sens où et la France et l'Allemagne, tout récemment l'Allemagne, sont dans une situation de crise politique différente, avec naturellement aussi des écarts importants de qualité budgétaire ou de défaut budgétaire. Donc ça, c'est quand même une situation assez complexe. Alors que la France et l'Allemagne sont considérées comme les piliers de l'Europe. Voilà. Et on vient de rappeler que Olaf Scholz a fait éclater sa coalition, puisqu'il vient de licencier son ministre de l'économie, qui était un libéral. Voilà. Donc on arrive dans une période d'instabilité. Bon, il faudra naturellement attendre sans doute les élections, des élections anticipées en Allemagne pour le mois de janvier. C'est Jacques Delors qui disait c'est souvent dans les périodes de crise que l'Europe avance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a pris tellement de retard, et en particulier quand on regarde du point de vue de la défense européenne, on n'est pas en capacité. Autant, je dirais, c'était une force d'avoir des États-Unis avec peut-être l'administration Biden qui était quand même très europhile ou de culture très proche de l'Europe avec Anthony Blinken. Autant là, on peut avoir quand même un peu d'inquiétude parce que la puissance militaire américaine n'a jamais été aussi forte face à des pays autocrates totalitaires. Et c'est vrai que nous sommes divisés. Nous avons aussi des lacunes en matière de défense, en matière aussi d'union économique, institutionnelle, et ça, c'est compliqué. D'autant plus que l'actuel président, entre guillemets, de l'Europe, puisque c'est pour 6 mois, c'est Viktor Orban qui a largement inspiré Donald Trump. Oui, on est sur cette situation un peu paradoxale, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses. Alors après... peut-être que passer un certain cap, on pourra arriver à s'organiser, mais j'ai quand même un peu de doute. Ce qu'il faut craindre, c'est que on ne connaît pas aujourd'hui par rapport à l'abandon de l'Ukraine, si ça se produit, ou comment les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, pourraient réagir. Est-ce que vous avez le sentiment que Trump se trouve un peu prisonnier ou dans les mains de Poutine ? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je pense que Poutine n'est pas mécontent du résultat, notamment par rapport à l'Ukraine. Et puis, alors je me demande, je disais tout à l'heure, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Est-ce que dans la victoire aussi de Trump et dans la défaite des démocrates, il n'y a pas un retour au bon vieux fond isolationniste ? C'est-à-dire l'idée, pour beaucoup d'Américains, qu'on dépense vraiment beaucoup d'argent pour des gens dont finalement on n'a que faire. Notamment en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. Donc ça a peut-être joué. Et de là à dire que Trump est le jouet ou la marionnette de Poutine, je n'irai pas jusque-là. Je pense que ce sont des gens qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, en tant que professeur d'histoire de mon âge, je suis effaré de voir à quel point le monde est dominé par des gens qui se ressemblent. Que ça soit Modri, que ça soit en Inde, que ça soit Poutine en Russie, Trump maintenant aux États-Unis, sans parler de Xi en Chine. Ce sont des gens sans foi ni loi, quoi. Et l'îlot de démocratie qui reste s'appelle l'Union européenne. Donc vous disiez que les choses seraient difficiles, bien sûr elles le sont, elles le seront. Mais s'il y a une volonté politique, il y aura un chemin, comme disait l'autre. Au moment du Covid, avant le Covid, personne ne pensait que l'Allemagne allait accepter une communautarisation de la dette, par exemple. Le Covid a fait qu'il a bien fallu planifier tout cela. Donc c'est dans les crises, vous avez parfaitement raison de le rappeler, que l'Europe a toujours progressé. La crise que nous affrontons, elle est majeure, entre Trump, Poutine et le Moyen-Orient. C'est le moment d'avancer avec ceux qui le veulent. Il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué dans cette émission, mais qui est évoqué depuis un certain temps dans les médias et qui suscite une certaine crainte, c'est Elon Musk. Et qui pourrait avoir quasiment rang de ministre ou de conseiller spécial de Trump. Faut-il craindre Elon Musk ou pas ? C'est la question de tout l'entourage de Donald Trump aujourd'hui, qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des médias, et en particulier américains. On se rend compte que
ce ne sont pas du tout des hommes et des femmes classiques. Dans le sens où, quand on avait vu l'administration Biden, c'était beaucoup d'anciens de la période Obama, des gens qui connaissaient la politique, qui connaissaient aussi les institutions, plus, je dirais, une vraie volonté démocratique et d'ouverture. Là, on est sur un monde beaucoup plus restreint, et c'est vrai qu'Elon Musk, que l'on regarde avec un peu bizarrerie en France et en Europe, est quand même une vedette aux États-Unis. Hein. C'est quelqu'un qui a créé des choses, qui a été dans le spatial, avec des belles réussites, et donc ça impressionne aussi. Hein. C'est vraiment... qui participe du mythe américain. Voilà. Mais à part ça, et effectivement, avec ses intérêts personnels propres, bon, on peut avoir de sérieux doutes, hein, et en particulier sur le poids dans les satellites, l'utilisation militaire, ça peut être aussi inquiétant. Bon, après, il faut voir comment les choses vont s'organiser, mais vous avez un autre personnage qui est tout aussi étrange, c'est Robert Kennedy, qui sera peut-être ministre de la Santé, hein, quand on sait tout ce qu'il a fait. Anti-vax, climato-sceptique. Donc on a quand même des éléments qui sont des éléments, je dirais pas classiques, mais qui sont quand même à suivre de près pour les prochains mois et prochaines années. Moi, je fais allusion justement à la philosophie, si on peut parler de philosophie, à la posture, on va dire, climato-sceptique de Trump lui-même, hein, qui avait dénoncé les accords de Paris. Biden était revenu dans le jeu en 2021. On imagine que Trump va claquer la porte des COP successives et de tous les accords internationaux. Sur la liste des victimes, hein, j'ai parlé des Ukrainiens, j'ai parlé des immigrés, on peut ajouter les Palestiniens. Bien sûr, hein, à Gaza et pas seulement. On peut y ajouter effectivement le climat et l'ONU. Parce que de tout ceci, Trump n'en a strictement rien à faire, quoi. Il était, je crois d'ailleurs, au bord de quitter, enfin peut-être pas de quitter l'ONU, non, mais enfin de réduire beaucoup le financement des États-Unis à l'ONU. C'est pas lui qui avait commencé, hein, enfin voilà. Et Biden était vraiment dans une logique très classique, hein, c'est ce que vous avez dit. Et en vous écoutant, je me demandais, alors j'étais tellement, impatient de la victoire de Harris que je n'ai pas regardé l'entourage de Trump. Mais est-ce qu'il y a des éléments stabilisateurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une expérience de l'administration de la République fédérale ? Il y en avait dans son premier gouvernement, il y en avait du temps de Bush, rappelez-vous, hein, Bush fils. Oui. Il y en avait pas mal, qui incarnaient la continuité de l'État, le sens démocratique dont vous parliez. Là, alors j'ai pas regardé, hein, mais il n'y a aucun nom qui me vienne en tête. Quoi. Il y a Mike Pompeo qui était, mais qui est pas modéré, hein, mais qui a l'expérience internationale. Hein, mais c'est vrai que l'équipe s'est renouvelée, hein, même au niveau familial. Hein, une partie de la famille n'est pas apparue, une autre est sur le devant de la scène. Mais bon, après, il y a des capacités aux États-Unis aussi, hein, avec, comme souvent, ça peut être des gouverneurs ou des challengers qui peuvent aussi intégrer le gouvernement. Mais pour l'instant, il y a très peu de seniors ou de personnes expérimentées. Hein. C'est plutôt une équipe d'une trentaine de personnes, je crois 34 personnes. Et on voit plutôt apparaître 2-3 idéologues assez jeunes, dont un idéologue qui a une trentaine d'années, qui semble imprimer sa marque, et est vraiment très conservatrice, on va dire lisière extrême droite, pour pas dire extrême droite, hein, notamment sur l'immigration, qui est aussi un thème assez fort, qui a peut-être un peu échappé aux démocrates, ou sur lequel a échoué d'ailleurs Kamala Harris. C'est quand même assez effarant quand on sait qui sont les Américains. C'est quand même incroyable que cette nation-là rejette aujourd'hui l'immigration, qui fait en plus tourner l'économie, parce que j'apprends rien à personne, mais que serait l'agriculture et l'industrie américaine si ce n'est pas la manœuvre bon marché latino-américaine, quoi. Donc je suis quand même stupéfait, quoi. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur la France ? Vous n'avez pas posé la question. Mais justement, j'allais venir, Mathieu, je vais vous poser la question. L'un des premiers dirigeants à avoir félicité Trump, c'est Emmanuel Macron, hein, qui l'a fait en courant, ce qui peut paraître quand même assez surprenant. Est-ce que Trump a grand-chose à faire de la France, là, pour le dire un peu
rapidement. Et de l'Europe. De l'Europe, oui, il y a général, une forme de détestation de l'Europe, en fait. Qui lui rend bien. Voilà, mais détestation ou mépris Mépris, oui, je pense que c'est culturel chez lui, à la différence de la grande tradition américaine telle qu'on a pu la connaître sur des décennies et des décennies. Et Biden, notamment, qui avait des ancêtres irlandais. Voilà. Là. Alors, est-ce que Biden sera une parenthèse avant des conflits? Bon, effectivement, sur la France, je pense qu'Emmanuel Macron doit se rappeler au bon souvenir parce qu'il a connu Trump président, ce qui n'est pas le cas de tous les dirigeants européens. Mais il avait reçu d'ailleurs Trump en grande pompe. Voilà. Il n'y avait pas eu des effets franchement très positifs par la suite. Oui, il y a ça. Alors, ce qui est aussi problématique, c'est que au niveau de l'Europe, il y a tout le commerce, toutes les exportations européennes vers les États-Unis qui sont très importantes, qui risquent d'être taxées, sans doute moins que les chinoises, mais en tous les cas, ça peut déstabiliser sensiblement l'Europe. Et en sens inverse, nous n'avons pas grand-chose à taxer. On se souvient, c'est le Coca-Cola ou des boissons sucrées ou autres, mais ça reste très limité. Et c'est ça qui est problématique pour l'Europe dans un rapport de force avec quelqu'un qui va regarder ces questions-là avec brutalité et mépris aussi. Même sentiment, là, Mathieu Léry. On se souvient de la façon dont il avait renégocié, entre guillemets, les accords avec le Canada et le Mexique, à marche forcée, et voilà. Et en même temps, c'est ce qui fait partie, sans doute, de son attractivité dans les milieux populaires américains. Voilà quelqu'un qui va nous défendre contre la concurrence étrangère. Et il y a peut-être d'ailleurs des leçons à tirer à cet égard. Donc, sans transition, mais la transition est quand même toute trouvée, parce que on va bien sûr évoquer ce lien. On va parler de la bulle, ou plutôt des bulles informationnelles. Il était rappelé pendant la campagne électorale aux USA justement qu'un tiers des Américains s'informaient via TikTok. On savait depuis des années que plus de la moitié des Américains avaient pour seule source d'information Facebook. Aujourd'hui, il y a aussi Twitter avec Elon Musk, l'incontournable dont on vient de parler. Les grands réseaux télévisés sont parfois aussi très marqués idéologiquement. On pense spontanément à Fox News, qui a même pris un temps ses distances par rapport à Trump, là, mais qui s'est, depuis la victoire, rapidement rapproché du président. Et puis, rappeler quelques chiffres quand même. Il y a eu un rapport annuel en 2024 sur l'état des nouvelles locales aux USA, qui était publié le 23 octobre, et j'ai retrouvé les chiffres dans l'Est républicain là, d'il y a quelques jours. Depuis 2005, il y a 3200 journaux sur 5600 qui ont disparu. En 2024, 500 des plus grands quotidiens et hebdomadaires ont perdu 2 millions de lecteurs papier et numérique. Et je ne vais pas vous abréger les chiffres, mais je vais quand même me permettre de vous en donner encore 3 autres. 2000 postes ont été supprimés dans les rédactions. 208 comtés sont sans source d'information locale professionnelle. Et en gros, il y a à peu près 55 millions d'Américains qui n'ont qu'un accès limité, voire inexistant, aux informations locales. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien de corrélation ou de causalité entre l'accès à l'information et la démocratie? Mathieu Léritz. Ça, c'est... Pour le coup, je crois qu'il n'y a pas de débat. Si nos ancêtres révolutionnaires en 89 ont édicté la liberté d'expression et de la presse, dans certaines limites d'ailleurs, voilà. Comme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que je pense qu'ils avaient réfléchi à la chose, Et donc voilà, pour former un citoyen ou une citoyenne libre et ouverte, il faut que cette personne ait accès à l'information, une information de qualité et pluraliste. Voilà. Ce que vous nous dites, malheureusement, nous renvoie à une réalité aussi locale. C'est celle d'une information qui subit à la fois les évolutions technologiques, le numérique, etc., et aussi une évolution capitalistique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de journaux, de chaînes de télévision qui aujourd'hui sont en main d'oligarques, qui n'ont pas simplement un projet économique, mais aussi politique. Et un des résultats, c'est ce qu'on a connu, Trump aux États-Unis, Madame Le Pen et le Rassemblement national en France. Ça ne veut pas dire, et j'en finis par là, que les électeurs se sont trompés. Mais je crois que le problème,
je ne sais pas ce qu'on aurait dit notre collègue si elle avait pu être là aujourd'hui, c'est que comme ces électeurs et ces électrices, qui ne sont pas des idiots, enfin, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je ne les traite pas d'imbéciles. Hein, je dis que je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est tout. Ils ne sont pas moins intelligents que vous. Vous évitez le faux pas de Biden, là. Oui, c'est la fin de la campagne, etc. Bon. Mais le problème, c'est que ces personnes, me semble-t-il, n'ont plus qu'une seule source d'information, non pluraliste. Et donc, à force, effectivement, de voir le monde à travers la lunette unique de TikTok, en France, CNews, je ne sais quoi, ils finissent par considérer qu'effectivement, les thématiques abordées par ces chaînes, la violence, l'immigration, les deux étant liés, bien entendu, c'est la réalité du monde. Et comment pourrait-il ne pas en tirer des conclusions? Donc, la solution pour moi, c'est le pluralisme. Arnaud Gérard? Oui, je rejoins totalement. C'est vrai que ce que l'on peut constater, c'est que sur les réseaux sociaux, par groupe ou par individu, on finit par voir éliminer tout ce qui est en contradiction. Hein. Je ne parle pas pour moi, naturellement, mais c'est-à-dire qu'on finit par vivre en cercle fermé. Et c'est ça qui est peut-être le plus grave. Et c'est ce qui entraîne aussi ces mouvements où on n'a plus de débat, on n'a plus d'échange. Ce qui est dit est une vérité. Et cette vérité, comme on la revoit de la part d'autres personnes, vraies ou fausses, en chaîne, c'est terminé. Si je vous comprends bien, on lit, on écoute, on regarde des chaînes d'infos, des blogs, des newsletters qui confirment ce qu'on pense déjà. C'est ça, oui. moi je pense. C'est ce que les chercheurs appellent des bulles épistémiques. D'accord. En termes moins scientifiques, c'est « je vois ce que je crois ». Oui, tout à fait. Ça me paraît bien dit, oui. Voilà. Donc les solutions, elles existent. Hein. Encore faut-il qu'on veuille les appliquer. Donc, quelles sont les solutions? La solution, c'est de dire... D'abord, c'est le contrôle, je dis le mot contrôle, démocratique sur les contenus. Parce que quel que soit le média, on n'a pas le droit, en tout cas dans une démocratie digne de ce nom, de dire ou d'écrire n'importe quoi. Il y a une obligation, effectivement, de rigueur, d'honnêteté, de vérité, voilà, de sincérité. On va rappeler la loi de 1881 sur la presse, qui est d'ailleurs la loi la plus libérale au monde pour l'instant. Il n'y a pas eu d'autres lois. Voilà. Et donc, il y a ce contrôle qui a mené, par exemple, à l'interdiction, quoique je la vois encore, c'est bizarre, alors, c'est pas CNews, c'est une chaîne qui appartient à M. Bolloré, une chaîne généraliste qui appartient à M. Bolloré, je ne sais plus laquelle c'est, enfin bon, peu importe, qui n'a plus le droit en principe d'émettre. Hein, oui, à partir du printemps. C'est à partir du printemps, voilà. Donc, il y a un moyen de contrôler cela. Et puis, il y a aussi, à mon avis, et j'en finirai par là vraiment... C'est C8, si je me trompe pas. C'est C8, c'est ça. Et il y a aussi l'interdiction, et ça c'est Albert Camus qui le portait à la Libération, d'un monopole, c'est-à-dire de médias qui appartiennent de façon unique à... un actionnaire ou à trop peu d'actionnaires. Il peut y avoir une possibilité, effectivement, de contrôler, y compris l'actionnariat de ces chaînes. Je pense notamment aux chaînes de télévision, mais il n'y a pas que cela, bien sûr. On l'a vu avec le Washington Post, où le patron, Jeff Bezos, quand même, est intervenu pour ne pas que le journal prenne position pour la candidate démocrate, alors qu'il y avait une tradition, effectivement, sauf une fois, je crois, où le Washington Post n'avait pas pris position. Oui, il peut y avoir, et effectivement, pour revenir au sujet antérieur, c'est que l'Europe a aussi la possibilité d'imposer une réglementation beaucoup plus forte sur ces plateformes. Hein, ce qu'elle a commencé de faire. Alors ça a commencé, mais c'est vrai qu'il faut faire la surmultiplier pour sauver aussi nos démocraties, nos débats démocratiques. J'ai vu un chiffre, le chiffre concernant Meta, Facebook. Cette société va investir l'année prochaine et les années suivantes autour de 50 milliards de dollars dans les investissements, dans les développements. 50 milliards de dollars, c'est une fortune et ça montre la puissance de ces groupes. Alors Twitter, c'est la même chose. On explique qu'Elon Musk, par exemple, est plus puissant qu'un État. Voilà. Et c'est là où l'Europe ses doit... capacités dépassent le PIB de la Grèce. Oui, il y a des fortunes, des moyens considérables, mais toutes ces plateformes doivent être quand même à nouveau surveillées, sans doute démantelées, hein, parce qu'on a ce que les Américains n'ont jamais fait. Il faut que l'Europe fasse ça, et là, ce serait une réplique justement à l'administration Trump sur des taxations de produits européens. Parce que vous dites qu'ils sont puissants, mais le PIB ne fait pas la puissance. L'État peut beaucoup de choses. La puissance publique
peut presque tout, parfois trop. Voilà. Si demain les États décident, comme ils l'ont fait dans l'aéronautique, je crois il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, dans le domaine des transports aériens, plutôt aux États-Unis, de liquider des monopoles, ils peuvent très bien le faire. C'est une décision démocratique. Et ces boîtes ont beau être très riches, eh bien elles subiront le joug de la loi. Donc justement, est-ce que ces bulles sont encore contrôlables? On a vu que l'Europe essayait de mettre en place une politique. Bon, très difficilement parce qu'il n'y a pas d'accord de tous les États. Il faut qu'il y ait un accord unanime là-dessus. On en est loin encore. Je crois que les discussions vont même se prolonger, semble-t-il, jusqu'en 2027. Donc ça va s'éterniser, on va dire. Est-ce qu'elles sont devenues vraiment désormais des machines finalement à influencer? Ou pas seulement? J'allais dire, si on veut prendre la défense, on est tous les trois sur les réseaux sociaux, d'une certaine manière aussi. Est-ce qu'on ne peut pas rappeler que les réseaux sociaux peuvent être aussi positivement utilisés? Je pense au printemps arabe, je pense à la défense des libertés et des femmes en Iran. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer? Est-ce que ce n'est pas aussi à tous les acteurs de jouer ce rôle? Au départ, tous ces réseaux sociaux, et je dirais c'est pour ça qu'on y a participé, ou on participe depuis longtemps, sont des systèmes intéressants d'échange, d'informations, de regard sur des tas de sujets. Mais c'est vrai que on se rend compte aujourd'hui, peut-être dans l'utilisation, qu'il y a des blocages, un peu comme si toutes les choses, tout se gelait progressivement, et ça, il faut absolument en sortir. Alors ça peut... Il y a eu, je crois, c'est la semaine dernière, des familles qui ont fait un procès à TikTok. Je pense qu'il faut aussi que les associations... Tentative ou incitation au suicide, puisqu'il y avait une fille de consommateurs, qui s'est suicidée. Même de consommateurs, même des groupes politiques, que l'on enchaîne des procès, qu'on fasse des class action, comme disent les Américains, c'est possible par la loi, mais il faut déstabiliser. En tous les cas, il faut qu'il y ait une responsabilité plus forte de ces réseaux qui sont très puissants, très riches, qui ont parfaitement la capacité d'éliminer, je dirais, tout ce qui est fausses informations et pire. Ça risque d'être compliqué, notamment sur Twitter, maintenant X, puisque Elon Musk, la première décision qu'il a prise quand il a racheté le réseau, c'était de licencier les modérateurs. Voilà, mais la loi peut imposer, et ça, c'est, je dirais, même du niveau français, ça doit être renforcé, ça doit coûter cher, il faut attaquer le portefeuille. Et c'est vrai qu'il ne faut plus laisser passer non plus. Bien d'accord, rien à ajouter. Dans ce chapitre, je l'avais intitulé les bulles informationnelles. Est-ce que l'un des problèmes majeurs qu'on n'a pas encore abordé ne réside pas dans le fait que les contenus sur ces réseaux sociaux sont des contenus à très faible valeur ajoutée, parce qu'on peut y accéder gratuitement, alors que les contenus à forte valeur ajoutée, ils sont payants? Même s'il faut expliquer que l'information, et ce n'est pas le journaliste qui va vous dire le contraire, l'information a un coût parce qu'il y a un investissement en moyens humains, en recherche. Donc alors, comment faire? Je m'achemine sur un chemin dangereux devant vous, Philippe, mais je suis un gros consommateur de presse écrite papier. Donc là, j'ai amené le journal, j'ai Le Monde, 3,60 €. Pour un vieillard de ma génération, ça fait 20 francs. Voilà. Autrement dit, le prix a dû être multiplié par 5 depuis une vingtaine d'années, quoi. Donc, qui peut se payer ça tous les jours? C'est impossible. Donc, l'information a un coût. La question devient donc, comment aider la presse, notamment, à produire des journaux de qualité, parce qu'ils le sont. Le Monde est un excellent journal. Chez Libération aussi, je fais la publicité, j'en profite. Mais pour que ça puisse être acheté par des gens qui ne sont pas des gens en fin de carrière et qui ont quand même un petit peu d'argent. On peut citer le Figaro, on peut citer tout à fait, le Figaro, on peut citer l'Opinion, on peut citer un certain nombre de journaux. On a plutôt des journaux de qualité. Les Échos, les Échos, bien sûr. Les Échos, la Tribune. Elle coûte incroyablement cher. Elle coûte incroyablement cher. Et c'est pas normal. Alors, elle ne coûte pas trop cher au vu de la qualité de l'information, mais elle coûte trop cher vu les ressources des Françaises et des Français normaux. Oui, on le voit bien. Alors après, il y a un certain nombre de sites de presse qui
offre des journaux, des articles en entier, des éditos, donc il y a des éléments, mais c'est vrai qu'il y a un coût, il y a forcément un coût, et l'équation, elle est difficile à résoudre comme ça. Est-ce que c'est les aides? Est-ce que j'en sais rien. Comment faire en sorte que le prix baisse, hein? C'est quand même... Je vais poser une question. Bon, notre troisième partenaire n'est pas là ce soir, là, mais je vais poser à l'enseignant que vous êtes aussi, Mathieu Léritz. Est-ce que l'éducation aux médias, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment? Est-ce que l'école qui est censée développer, préparer les citoyens de demain, l'esprit critique... Là, vous lancez sur un sujet qui mériterait... une émission elle seule. Je vais vous demander de répondre en 2 minutes pour faire réagir Arnaud Gérard avant de passer au thème suivant. Je trouve qu'on demande énormément de choses à l'école. Et la mission première de l'école, je suis désolé, hein, là encore je suis un peu vieux jeu sans doute, c'est la transmission des connaissances. Et quand on a fait ça, eh ben, il ne reste pas beaucoup de temps pour le reste, quoi. Si on doit se transformer effectivement en médiologue, en infirmier... Là, je vais avoir une intervention, mais je le dis, comme vous n'avez pas cité mon lycée, donc je peux le dire. Je viens d'apprendre que je vais devoir laisser une de mes heures parce que les étudiants, et je pense qu'ils font très bien de le faire, vont intervenir sur la question du sommeil. C'est très bien. Mais ils le font dans mon cours. Voilà, à la place d'une heure que j'allais faire sur le fascisme ou je ne sais quoi. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une plus-value, si vous voulez. Hein. Mon proviseur ne me voudra pas, puisque personne ne sait où j'enseigne. Mais enfin, voilà, on ne peut pas tout demander tout le temps à l'école, quoi. Et la mission première de l'école, mais je sais que c'est vieux jeu, hein, c'est la transmission des connaissances. Voilà. Donc l'éducation aux médias, bien sûr, mais quand ? Est-ce que c'est alors l'affaire des parents, Arnaud Gérard? Oui, et puis je dirais, ça rejoint aussi, hein, c'est la curiosité, éveiller la curiosité, éveiller l'intérêt, éveiller le sens de la culture, de la lecture. Et ça, c'est peut-être très classique, hein, mais ce sont des fondamentaux qu'il faut redévelopper ou développer, hein, aussi. Troisième grand thème que l'on va aborder maintenant pour terminer l'émission. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. L'Algérie, il y a 70 ans, c'était la Toussaint Rouge, qui marquait les débuts du mouvement insurrectionnel en Algérie. Elle n'a pas fait la une, sauf exception. Bon, il y a eu 2 excellents documentaires qui ont été diffusés sur France 2 et la 5 la semaine passée. L'ancienne colonie française, pourtant, reste un élément important, voire central, selon Le Monde, du débat politique hexagonal. L'Algérie, sujet brûlant. Les relations entre l'Algérie et la France sont le plus souvent conflictuelles depuis 70 ans, enfin au moins 60 ans, depuis l'indépendance. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune est repoussée depuis mai 2023, avant d'avoir été prévue pour octobre 2024. Mais, sauf qu'au milieu de l'été, la France sortait un peu de son ambiguïté habituelle là-dessus et appuyait le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, ce qui avait le don d'exaspérer, de fâcher l'Algérie. Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron a reconnu le 1er novembre que le dirigeant du FLN, Larbi Ben Midi, a bien été assassiné par des militaires français, c'est-à-dire qui était dirigé par général Ossarès, est de nature et suffisant à relancer la conciliation? Mathieu Léritz. Ça, la question, vous le savez très bien, Philippe, hein, collègue aussi, la question est très compliquée parce que quand on est l'Algérie, on veut dire le gouvernement algérien. Mais il faut quand même savoir que le gouvernement algérien tire sa légitimité de la guerre de libération nationale. Et donc, l'affrontement verbal avec la France depuis lors, c'est une sorte de rente de situation, en quelque sorte. C'est-à-dire que, de toute façon, comme ce gouvernement algérien est soutenu essentiellement par l'armée, est très peu démocratique, et tire en fait son pouvoir de la répression, pour des choses qu'elles sont. D'un point de vue politique, la seule chose qui lui reste, c'est d'agiter régulièrement le spectre de la guerre d'Algérie qui a fait des centaines de milliers de morts en Algérie. Hein, parce que la France est effectivement très très mal conduite du temps de la colonisation et encore plus pendant la guerre d'Algérie. L'assassinat dont vous parliez en est la preuve. Donc moi je crois que tout ça c'est un théâtre d'ombre. Je crois que personne n'attend vraiment quoi que ce soit de l'autre. On est dans des rapports de force et d'opportunité.
Si demain l'Algérie, le gouvernement algérien a intérêt pour des raisons intérieures ou extérieures à se rapprocher de la France, il le fera, et vice-versa. Mais je crois que malheureusement, la vérité qui est faite sur l'Algérie actuellement n'a aucun rapport avec la réalité des relations entre les deux gouvernements. Vous venez de parler du théâtre d'ombre. Je citerai une chercheuse, une historienne, Naïma Uberyahi, qui est spécialiste de l'Algérie, et qui expliquait récemment que l'Algérie était un membre fantôme de la France. Vous partagez un peu ce point de vue, Arnaud Gérard ? Alors, c'est vrai que sur ces questions-là, on est à traîner un boulet dans les relations, alors que les pays sont quand même imbriqués. On est effectivement avec une culture, une langue, des deux côtés, puisque c'est toujours impressionnant d'entendre parler arabe et de basculer en français et réciproquement. C'est quand même un signe culturel très fort, mais on a des politiques qui sont sans doute très très maladroites face à des régimes qui sont autoritaires ou qui sont de toute façon sans idée de consensus et pourtant ce serait important d'y arriver. On voit une différence d'ailleurs qui est en train de naître au niveau des pays européens entre l'Italie, non pas à cause de son gouvernement actuel, mais les intérêts économiques italiens se développent en Algérie, en Libye, alors que les intérêts français qui seraient entre guillemets plus normaux, au contraire, diminuent. Donc on a cette situation, je dirais, qui n'est pas aidée du point de vue économique. Et ça, c'est dommage parce que par l'économie, on a bien vu, c'est du développement aussi. Ça pourrait être un autre critère que le passé. Il faut rappeler que, je vais citer là l'historien Benjamin Stora, que tout le monde connaît, qui rappelait que plus de 7 millions de résidents sont concernés par la mémoire de l'Algérie, que ce soit les soldats, les rapatriés, les appelés, les harkis, les immigrés, les binationaux. Et que les Algériens, c'est Didier Lesky qui le rappelait aussi récemment, qui est le directeur de l'Office des migrations et de l'intégration, il disait que les Algériens sont devenus notre première immigration. Sur 7,3 millions d'immigrés, 892 000, selon l'INSEE 2023, chiffre 2023, soit 12% sont nés en Algérie. Donc comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver les voies, les moyens, le chemin, pour reprendre votre expression tout à l'heure ? Je crois vraiment, bon là ça engage vraiment que moi, enfin comme toujours quand je parle à ce micro, je pense qu'il y a vraiment un problème de manque, je crois que pour le coup, c'est pas tellement la France qui est en cause. Je suis profondément persuadé que tant qu'il n'y aura pas la démocratie en Algérie, le problème ne sera pas résolu, parce que la situation est très commode pour les gouvernements militaires algériens. Quand tout va mal, c'est la France. Voilà, de toute façon. Donc c'est comme ça, c'est un postulat. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et vos chiffres le prouvent, la situation est d'autant plus aberrante que si les deux États sont indépendants, et c'est très bien, que l'Algérie ait arraché son indépendance, c'est parfait, ce sont en rien des États étrangers l'un à l'autre. Enfin, la culture, y compris sur la mémoire d'un affrontement, je veux dire, mais la coexistence, l'enrichissement mutuel, le fait que énormément de Français sont d'origine algérienne, je veux dire, la langue, enfin, tout doit faire en sorte que la Méditerranée redevienne ce qu'elle était autrefois, un pont, et non pas une frontière quasi infranchissable, où d'ailleurs il y a de plus en plus, si j'ai lu le journal récemment, de jeunes Algériens qui par désespoir, eux aussi, commencent à aller vers l'Espagne et à y mourir. Je veux dire. Enfin, toutes les conditions existent pour que nos deux pays redeviennent extrêmement proches. Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait eu un projet comme ça, de lancer une coopération vers le Maghreb, bon, qui n'a jamais pris forme. Mais je pense vraiment que c'est l'avenir. Pour moi, l'Europe, elle ne s'arrête pas au bord de la Méditerranée Nord, si vous voulez. Je pense que ce pays, le Maghreb, a vocation à former avec l'Europe, je veux dire, un système, effectivement, d'amitié, de coopération, de complicité, de tout ce qu'on voudra. La Méditerranée doit redevenir un pont. Arnaud Gérard ? Oui, sur les enjeux aussi régionaux, on voit bien l'attirance du Maroc pour les États-Unis, l'Algérie historiquement avec la Russie, et c'est vrai que on reste quand même une puissance moyenne, peut-être qui est moins visible du point de vue international, en dépit de l'histoire. Mais c'est tout à fait vrai. La question démocratique est essentielle. Il faut écouter Kamel Daoud, prix Nobel, prix
Goncourt. Prix Goncourt pour l'instant. Pour l'instant, qui effectivement est très intéressant dans les causes de ce conflit qui perdure. Donc, justement, est-ce que vous parliez de démocratie, mais on se rapproche du Maroc. Le Maroc, c'est pas franchement une grande démocratie. Oui, mais alors curieusement, c'est pas intervenir, mais curieusement, le Maroc, c'est pas le pays sur lequel j'aurais parié il y a 40 ans pour aller vers davantage de liberté. Sur ce que je crois savoir du Maroc, il y a quand même le renforcement, année après année, d'une monarchie parlementaire, où le rôle du Parlement existe. Voilà. Il y a une opposition, alors qui ne peut pas parler de tout, notamment pas du roi, et pas de ce que fait le roi, ça, effectivement, pas question. Le roi est aussi commandeur des croyants. On est bien d'accord, donc je ne dis pas que c'est le Royaume-Uni, je ne dis pas que c'est l'Angleterre, mais je dis que si vous prenez aujourd'hui les 3 pays du Maghreb que nous connaissons le mieux, Tunisie, hélas, avec l'évolution de son président élu actuel, l'Algérie aux mains de l'armée depuis pratiquement toujours, et le Maroc, je dirais que c'est quand même au Maroc que finalement les libertés sont les plus présentes et finalement les plus prometteuses pour la suite. Je ne sais pas comment ça va tourner. Alors qu'auparavant, c'était plutôt la Tunisie qui était plutôt un modèle. Et du temps d'Hassan II, c'était quand même un dictateur extrêmement sanguinaire. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Maroc soit en retard par rapport à l'Algérie en Tunisie en termes de liberté démocratique, c'est plutôt le contraire. Moi, je n'aurais pas parié là-dessus il y a quelques années. Et vous évoquiez, Mathieu Léry, justement un peu les mémoires, il y a quelques instants. Il y a un peu aussi une guerre des mémoires. Je vais vous en soumettre une entre historiens. Vous avez sans doute lu dans Libération récemment la tribune de François Deltombe qui critique assez vertement François Mitterrand, qui a été ministre, de l'Intérieur et ministre de la Justice, aussi sous la 4e, et qui dit en Afrique, Mitterrand a toujours soutenu le projet colonial. Benjamin Stora est plus nuancé. Il explique, lui, que ce sont les événements qui vont transformer ce décolonisateur en homme de guerre. Si j'ose dire, qui croire ? Je ne suis qu'un modeste professeur de lycée, mais il se trouve que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiant sur l'Algérie. Voilà. J'ai lu cet article avec intérêt. Il a mené un gros travail, qui suis-je pour avoir une critique. J'ai l'impression quand même qu'il a commis une œuvre à thèse. C'est-à-dire qu'il prend comme thèse que François Mitterrand, en fait, a menti dans sa carrière et a toujours eu un rapport, effectivement, d'homme de son temps, finalement, mais au-delà, de colonisateur. Et qu'il a toujours été à la pointe de l'idée d'une France qui devait, pour rester puissante, rester présente en Afrique. Ça a été vrai, mais pas plus que Pierre Mendès France. Si vous prenez Mendès France, dont Mitterrand a été le ministre de l'Intérieur en 1954, il disait exactement la même chose. Tous les hommes politiques, à l'exception des communistes, et encore, parce que Torres disait l'Algérie a le droit de divorcer, mais on n'est pas obligé de divorcer. Voilà, c'était quand même ça l'idée. Ils étaient le reflet de leur temps. Alors François Mitterrand, effectivement, a été un colonialiste, mais sur la fin de sa vie, alors est-ce qu'il était sincère ? Moi, j'en sais rien. Il était tiers-mondiste et il était effectivement pour le soutien aux pays du Sud, notamment face aux États-Unis. Donc, à quel moment était-il le vrai François Mitterrand ? Je pense aux 2 moments, mais successivement. Arnaud Gérard, il faut faire attention aux anachronismes, ou si vous pensez que... Oui, il y a effectivement sur les années 50, on sort de la guerre, la France se reconstruit, on voit quand même les premières indépendances, l'indépendance de l'Inde en 1950, donc et puis l'Égypte aussi, etc. Donc tout arrive en même temps, et c'est vrai que les politiques ont eu à gérer des événements. La Toussaint Rouge, c'est gérer un événement brutal et comment on y répond, et on voit bien encore, il n'y a pas si longtemps, que la réponse peut être aussi brutale et se développer comme ça. Ça a été très compliqué, et c'est pour ça que... Et à l'époque, on parlait pas d'Algérie, non pas de guerre d'Algérie, mais de maintien de l'ordre. Voilà. D'événements d'Algérie. Les événements d'Algérie, c'est encore... les éléments de langage étaient très mesurés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de poids sur cette question-là. C'est vrai qu'on reste avec ce poids. On n'a pas vu venir... on n'a pas vu les choses arriver ou se transformer ou imaginer quelque chose d'autre. Il y avait aussi le poids, je dirais, des populations européennes, qui était quand même la particularité de l'Algérie. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans les raisonnements. Nous arrivons à la fin de l'émission. Il nous reste un peu plus de 2 minutes pour écouter le choix de lecture de chacun.
Je vais vous demander, Arnaud Gérard, puisque vous avez la parole, quel est votre choix de lecture du jour ? Alors, moi, j'ai pris la biographie de James Baldwin, qui est parue aux éditions Folio Biographie, Yannick Blake. Ce qui est très intéressant, c'est le début en particulier, je ne parle pas du côté littéraire, parce que ça rappelle aussi qu'on est passé d'une guerre de sécession pour des idéaux à ensuite une ségrégation, avec toutes les modifications des États-Unis, la grande migration des Noirs vers le Nord, la pauvreté extrême, et ces conflits qui ont duré jusque dans les années 70. Et c'est vrai qu'on voit la violence américaine à l'époque et la dureté aussi du système américain. Mathieu Léritz. Alors, personnellement, j'ai lu pendant les vacances un livre un peu rébarbatif comme ça, qui s'appelle le Parlement, Temple de la République, d'un jeune universitaire, il n'est pas très vieux, je crois, qui s'appelle Benjamin Morel, et qui raconte la construction de la culture républicaine, qui est une culture parlementaire. Et à un moment où ce que dit ou fait le président Macron, finalement, on voit bien que ça n'a plus tellement d'importance, que les choses se jouent maintenant au Parlement. Je pense qu'il est bon de savoir que ce Parlement, c'est l'objet d'une construction, d'une lutte, mais aussi de travail en commun entre les différentes majorités et les oppositions, qui ont abouti à un système représentatif qui, finalement, est celui qui respecte le plus les libertés démocratiques. Oui, j'ai choisi, pour ma part, Notre France noire, de A à Z. C'est 200 notices, 4 siècles d'histoire que l'on doit à un trio de choc parmi les meilleurs spécialistes de la question, à savoir l'historien Pascal Blanchard, Alain Mabankou et puis Abdourahmane Vaberi. Je retiendrai parmi tous les héros connus ou méconnus qui sont cités sur ces 4 siècles le nom d'Adi Ba, qui est un nom qui parlera en Lorraine, puisqu'il est mort en 1943 dans les Vosges. C'était un Guinéen qui était le chef du premier maquis vosgien pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était fusillé par les nazis. Voilà, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission débat. Nous nous retrouverons le mois prochain. RCN, www.rcn-radio.org